du marché et de l'actualité du jour très riche avec John Plassard qui est avec nous par téléphone, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie, avec nous depuis Genève. Bonjour et bienvenue John, merci d'être avec nous. Bonjour Grégoire, merci. Est-ce qu'on peut dire un mot de Jeff Bezos, peut-être un hommage à celui que je présentais comme un des plus grands créateurs de richesse, de valeur au cours de ces 20 dernières années. Je crois qu'il n'y a pas, depuis 1997, l'introduction en bourse d'Amazon, je crois qu'il y a un seul titre sur le marché américain qui a fait mieux qu'Amazon, c'est Monster Beverage, mais le titre Amazon a gagné, je crois, près de 18 000% depuis son introduction en bourse en 1997, comparé au S&P 500 qui ne fait que plus 600%. Quand même spectaculaire, John. C'est spectaculaire et surtout que personne ne pariait sur Jeff Bezos au début du lancement d'Amazon. Ça paraît complètement inconcevable aujourd'hui puisque évidemment Amazon est utilisé absolument par tout le monde et surtout aux États-Unis. À l'époque, il avait commencé dans un garage en commençant à envoyer à travers la poste, d'ailleurs, certains paquets. Et puis, c'est devenu la success story qu'on connaît aujourd'hui. C'est absolument extraordinaire. Alors, pourquoi, c'est la question que certains se posent, mais pourquoi est-ce qu'il quitte le poste de direction de CEO d'Amazon? C'est un peu de la même manière que Bill Gates l'a fait, c'est-à-dire qu'il va se consacrer, il va toujours avoir évidemment un œil sur l'entreprise qu'il a créée, mais il va aussi se consacrer à d'autres projets et notamment des projets avec sa fondation. Mais effectivement, vous l'avez dit Grégoire, c'est une success story qu'on retrouve seulement aux États-Unis, chose absolument extraordinaire où il a reçu, je crois, de la part un peu de sa famille, un peu d'argent pour qu'il puisse continuer son projet qui au début n'était pas du tout, et on parle de la mise en bourse en 97, donc il avait commencé avant évidemment, mais comme vous l'avez dit, 97, eh bien, il y a un tout petit peu plus de 20 ans et il s'est passé énormément de choses depuis lors. L'autre événement du jour, côté people, qui nous intéresse, John, alors ça nous sort un peu des États-Unis, mais quand même, ça appelle un commentaire. Le retour de Mario Draghi aux affaires. C'est intéressant de voir ces anciens banquiers centraux qui sont appelés en politique aujourd'hui. Janet Yellen au Trésor américain et peut-être, dans les prochaines heures, Mario Draghi, Premier ministre en Italie, même si le succès de Mario Draghi, Premier ministre, est encore un peu incertain quand on connaît le paysage politique italien, mais le marché applaudit déjà le retour de Mario Draghi aux affaires. Oui, vous l'avez dit, c'est une tendance. Effectivement, Janet Yellen au Trésor, Mario Draghi potentiellement pour former un gouvernement. Il faut savoir une chose, c'est que Mario Draghi a une très très bonne aura en Italie, et notamment parce qu'il a réussi face à l'Allemagne à montrer qu'il n'y avait pas seulement l'Allemagne dans l'Union européenne, ce qui est assez évident, mais pour les pays dits du Sud qui étaient plus endettés, eh bien c'était très important. Ensuite, Mario Draghi est vraiment considéré par la communauté financière pour celui qui a sauvé la zone euro en juillet 2012, lorsqu'il dit cette fameuse phrase « Whatever it takes », on fera tout pour sauver la zone euro. Alors, ce qui est important, c'est qu'on dit souvent, en regardant son bilan, c'est qu'en fait, il a sauvé la zone euro simplement avec une phrase. Alors évidemment, après, il y a mis les formes, c'est-à-dire un QI qui a été annoncé en 2015 et puis d'autres choses pour sauver les banques, mais tout ça pour dire qu'il a un aura au sein de l'Italie et au sein des différents partis politiques très important, et il pourrait amener un peu de stabilité dans, je le rappelle, depuis plus de 100 ans, un gouvernement qui change chaque 14 mois en moyenne en Italie. Donc c'est très important. Je pense que, évidemment, ça se reflète, vous l'avez dit avant, sur les taux italiens, ça se reflète aussi sur les banques, puisqu'ils pourraient rapporter un peu de stabilité. Et puis, la dernière chose très importante, Grégoire, c'est qu'effectivement, il connaît très très bien Christine Lagarde, et elle pourrait être, s'il devait y avoir une tension sur les taux italiens, elle pourrait être un interlocuteur privilégié avec qui il téléphonerait directement au lieu de passer par toute une série de personnes pour arriver à Christine Lagarde. Bon, on va découvrir Mario Draghi politique, et encore une fois, la tâche n'est pas aisée quand on connaît la fragmentation du paysage politique italien, mais
Vous l'avez dit, John, effectivement, le marché semble trouver crédible l'idée que Mario Draghi puisse former autour de lui un gouvernement. On verra la durabilité de ce prochain gouvernement italien. En tout cas, on voit le MIB qui s'envole de 2,5% sur les marchés européens, l'indice de la bourse de Milan, et puis les taux italiens qui retombent très nettement d'environ 10 points de base. Un mot peut-être du phénomène Wall Street Bets aussi, John. Quelques jours après, on voit la fièvre qui retombe là depuis hier de manière assez violente. Ça semblait assez prévisible quand on est dans ces phénomènes de momentum de prix, de price action un peu délirant. Quels sont les enseignements que vous retirez de cette affaire à ce stade? Affaire, encore une fois, qui est prise très au sérieux par les autorités américaines, puisque Janet Yellen va rencontrer un peu toutes les parties prenantes de la régulation américaine dans les prochains jours. Oui, tout à fait, vous avez raison, mais je pense que c'est un phénomène qu'il ne faut pas négliger. Je pense que ces petits porteurs, entre guillemets, ces millions de personnes qui mettent entre 1 000 et 5 000 dollars sur la table, eh bien, je pense que c'est très important et il faudra s'en soucier si ça recommence à nouveau sur d'autres cibles. Il faut quand même rappeler une chose, c'est que, évidemment, les gens qui spéculent sur ce type de valeur, vous avez dit GameStop hier qui a perdu plus de 60%, mais vous savez, en séance, GameStop, depuis le plus bas jusqu'au plus haut, en quelques minutes, voire une demi-heure, a gagné plus de 80% après être retombé. Donc vous avez des mouvements au sein même d'une journée qui peuvent être exploités, entre guillemets, par ces petits porteurs. Maintenant, je pense qu'il ne faut pas non plus se voiler la face. Vous savez, Grégoire, les activistes qui ont shorté ce type de valeur, eh bien, ils le font depuis très longtemps et on a Wall Street à fermer les yeux là-dessus. Bien évidemment, ces milliardaires qui sont considérés comme des personnes, et notamment Peltz, qui est un des milliardaires de plus de 70 ans, qui est considéré comme une personne ayant fait renvoyer, je dirais, plus de 100 000 personnes dans les entreprises où il a fait des attaques dedans en essayant de réduire les coûts pour que le cours de bourse remonte. Donc, vous voyez, les activistes ici, il ne faut pas non plus se dire que tout d'un coup, parce qu'il y a cette communauté Robinhood de petits porteurs, entre guillemets, eh bien, leur lancer la pierre, alors que c'est quelque chose qui a été fait de la part de milliardaires depuis des années. Donc, il faut regarder très attentivement. Il faut juste rappeler une chose, et vous l'avez certainement déjà rappelé, Grégoire, c'est que, en fait, aux États-Unis, les valeurs short par rapport à leurs flottants sont beaucoup plus élevées qu'en Europe. Donc, voir le même phénomène en Europe est un peu plus compliqué parce qu'il n'y a pas ce même type de, sur des petites valeurs qui ont du volume, il n'y a pas ce même type de caractéristiques. Oui, c'était une des caractéristiques fortes, évidemment, du dossier GameStop, d'avoir plus d'actions vendues à découvert, shortées, que d'actions en circulation sur le marché, que de flottants, comme on appelle ça. Je crois qu'on avait au pic plus de 60 millions d'actions shortées sur GameStop pour seulement, entre guillemets, 50 millions de flottants. Ce sont des situations effectivement un peu exceptionnelles qui rendent le métier de short-seller très dangereux. Merci beaucoup, John. John Plassard qui était avec nous. Merci pour ses remarques et son analyse de marché du moment, spécialiste en investissement de la banque Mirabeau et compagnie, en visioconférence avec nous depuis Genève.